Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast des meilleurs artisans de France, RMC. Je m'appelle Mariette, je suis menuisière et je vous retrouve avec grand plaisir pour ce podcast fait avec les artisans et pour les artisans. Nouvelle étape dans notre tour de France de l'artisanat, nous faisons aujourd'hui un arrêt en région Auvergne-Rhône-Alpes grâce à l'agence Kiloutou de Vénissieux qui nous ouvre ses portes. Au cours de la dernière décennie, les entreprises artisanales se sont fortement digitalisées, faisant d'Internet une place forte pour valoriser les savoir-faire et attirer de nouveaux clients. Mais noyés dans la masse des entreprises connectées, beaucoup n'arrivent pas à sortir du lot et s'épuisent dans une stratégie de communication parfois peu adaptée à leur secteur et à leur cible. Alors comment communiquer quand on est artisan ? Eh bien, je suis très curieuse de découvrir les conseils et retours d'expérience des deux invités qui ont accepté de prendre place autour de l'établi avec moi pour en parler. Bonjour Jade et bonjour Alexis. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Parce que moi, je sais ce que vous faites dans le privé, mais ce n'est pas le cas encore de nos auditeurs. Jade, on commence par toi ? Allez, je me lance. Donc Jade Murcia, je suis social media manager indépendante. Je vais l'expliquer, ça paraît un peu ça paraît très américain pour l'instant. Mais ça en jette normalement quand on le dit. En fait, je suis indépendante sous le nom Entre Plumes et Pixels. Et qu'est-ce qu'un social media manager ? Du coup, c'est la personne qui va mettre en place une stratégie de communication pour les entreprises ou pour les marques, et ensuite la développer de manière à la mettre en place et à la faire durer dans le temps. Donc pourquoi le social media manager ? Parce qu'il y a la partie stratégie qui s'ajoute plutôt au community manager, qui va juste être dans la création de contenu pur. D'accord, donc il n'y a pas juste de quoi on parle, c'est de quoi on parle sur du long terme et à qui on s'adresse. Et pourquoi ? Pourquoi on parle de ça ? Et toi Alexis alors ? Ton domaine d'activité. Moi, je suis artisan, je suis plâtrier et peintre. Donc Alexis Fernandez, pour ceux qui veulent le faire travailler. Oui, je suis sur la région lyonnaise, l'entreprise elle s'appelle Projet Rénov. Et donc on est plâtrier et peintre. D'accord. Donc, on est une petite équipe de 5 personnes. Et voilà, j'utilise Instagram, TikTok et tous les réseaux sociaux. Donc tu as toujours fait ce métier-là dans ta vie ? Oui, okay. oui. Et tu es à ton compte depuis combien de temps ? Ça fait 3 ans. D'accord. Et donc, tu travailles depuis combien d'années ? Parce qu'au début, tu étais dans le salariat, peut-être ? Ça fait 15 ans que je suis du métier. Ouais. D'accord. Alors déjà, moi, j'ai fait quelques petites recherches sur cette thématique et j'ai découvert qu'il y avait 80% des entreprises en France qui utilisaient, selon la FNIC, les réseaux à des fins professionnelles, donc soit pour communiquer, soit pour passer les commandes, etc. Et il y avait 90% des internautes français qui utilisent en parallèle les réseaux sociaux. Donc, Jade, déjà première question, est-ce que quand on parle communication et artisanat, à ton sens, Internet, c'est devenu une voie d'accès inévitable ? Alors évidemment, Internet, c'est devenu une voie d'accès inévitable. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, qui ne va pas sur Internet quand il recherche, que ce soit un artisan, un restaurant ou n'importe quoi, qui va pas lire des avis, qui n'a pas besoin d'être rassuré, parce qu'aujourd'hui, il y a du monde sur beaucoup de métiers. Alors... La communication, ça passe un peu partout. Il y a les réseaux, mais il y a aussi toute la partie référencement liée à Google, ne serait-ce qu'avoir une fiche Google déjà. Donc le référencement, si on veut expliquer, c'est de quelle manière ton entreprise, ou en tout cas le client pour lequel tu travailles, arrive en haut des résultats de recherche. Oui, voilà. Comment il va te retrouver, en fait ? Parce que tout le monde est sur Internet, mais des fois, c'est la 17e page, ce qui n'est pas forcément ce qu'on souhaite. C'est ça. Après, du coup, sur les pages Google notamment, c'est aujourd'hui... Enfin, c'est inévitable. Il faut avoir un numéro de téléphone ou un site Internet, mais déjà, rien qu'un numéro de téléphone et une adresse, c'est déjà énorme parce que moi, la première, si on me recommande un artisan... Bon, déjà, ça dépend de qui me l'a recommandé, mais normalement, si on me le recommande, c'est que ça va. Je vais aller voir les avis, je vais aller voir s'il a un site Internet, les projets sur lesquels il a pu travailler. Enfin, ouais, non, ça, c'est très, très important aujourd'hui et c'est déjà bien au-dessus des réseaux sociaux purs. Ouais. Alors toi, Alexis, pour ton entreprise, est-ce que tu as, dès le début, décidé de te mettre sur Internet ou est-ce que peut-être tu as opté pour des affichages sur des plateformes qui étaient à l'époque un peu plus traditionnelles ? Je me souviens, moi, au tout début, le summum, le nec plus ultra, c'était d'être en haut de la colonne dans l'annuaire de la profession dans laquelle on était, c'est vrai, hein, et ça coûtait super cher. Est-ce que toi, par exemple, l'annuaire, c'est quelque chose que tu valorises toujours à l'heure actuelle ou pas du tout ? L'application Page Jaune, oui. Ouais. L'annuaire papier, je ne sais pas si ça existe encore, mais le premier truc que j'ai fait quand je me suis mis à mon compte, c'est bien sûr m'inscrire sur Google, Page Jaune, faire mes pages Facebook, Instagram, et j'ai posté
Pour toutes toi, les c'était semaines très depuis naturel que j'ai lancé. finalement. Oui, peut-être que c'est parce que c'est ma génération aussi, je suis très réseaux sociaux, donc c'est quelque chose que j'avais envie de faire quand je me suis lancé, quoi, et je me suis toujours maintenu, depuis Ouais. 3 ans. Donc aujourd'hui, tu continues au fur et à mesure des chantiers de poster des contenus pour toucher des cibles potentielles? Oui, 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 après c'est aussi pour partager, c'est pas seulement, je dirais que c'est pas seulement de la publicité, c'est aussi du partage entre collègues et artisans qui font la même chose que moi, qui font des vidéos et je trouve ça sympa. C'est un peu l'ambiance, réseaux sociaux, quoi. On se partage nos astuces, on discute, on se connaît tous alors qu'on s'est jamais vus. Ouais. Oui, parce que comme tu le dis, en fait, les autres collègues d'autres régions vont aussi parfois faire la même chose. Et toi, ça peut aussi t'inspirer, te donner aussi une certaine influence, des solutions à des problématiques que tu vas Complètement, rencontrer sur complètement. tes chantiers? Mmh. Ouais. Il y a vraiment une notion de communauté. Ouais, il y a une communauté de plaquistes, sur les réseaux sociaux et c'est international. Mmh. Et c'est ça qui est beau aussi, c'est qu'on peut même aussi, voir d'autres, façons de faire, qui sont pas françaises. Et dans l'artisanat, c'est quelque chose, d'incroyable parce que chaque pays a un peu sa façon de faire Mmh. et on se dit: «Tiens, eux, ils font comme ça, c'est marrant». Ouais. Alors par contre, c'est vrai qu'on est toujours, si on est du côté du client, qu'on a eu des mauvaises expériences avec des artisans, à se dire bon, les photos, ça veut tout et rien dire. C'est pas parce que c'est très joli que ça a été correctement fait. Est-ce que du coup, pour venir appuyer ça, pour toi, c'est intéressant des fois que tu aies des commentaires en dessous de tes publications de clients qui valident que chez eux, t'es venu à l'heure, que t'as eu un chantier propre, que t'es intervenu dans les temps, etc. Est-ce que ça, tu l'encourages auprès de tes clients ou est-ce que finalement, c'est peut-être des fois spontané aussi de leur part? Oui, je l'encourage pas du tout, c'est vrai. C'est déjà arrivé, des clients qui mettent un super commentaire sous une photo parce qu'ils ont reconnu que c'était chez Mmh. eux. Donc ça, c'est vrai que ça doit aider aussi, aux gens pour m'appeler, quoi. Mais non, je l'encourage pas forcément, ouais. Alors moi, je me souviens même d'une grosse affaire dans le milieu de l'artisanat. Bon, c'était pas si gros que ça, mais je me souviens d'un artisan dans le milieu du bois qui s'était fait une super page avec un magnifique portfolio, hein, des réalisations magnifiques. Et il y avait des artisans qui disaient « ça c'est moi qui l'ai fait, ça c'est moi qui l'ai fait ». Jade, on est d'accord, c'est pas parce que c'est facile de poster qu'il faut mettre tout et n'importe quoi. Il en va aussi de la crédibilité de l'entreprise. Complètement, en fait, ça devient en fait une vitrine. Une vitrine, ça joue sur l'image de l'entreprise, la notoriété, la crédibilité. Il y a tout ce qui s'ajoute après en termes de droit aussi. On ne peut pas publier n'importe quoi et tout ce qu'on veut, que ce soit de droit à l'image ou au niveau droit de l'expression, quoi. Mais oui, effectivement, il faut pas poster tout et n'importe quoi. On dit souvent, enfin moi j'ai l'habitude de dire, il vaut mieux poster moins, mais poster vrai. Parce que ça n'a aucun intérêt de poster des réalisations qu'on ne fait pas ou qu'on n'est pas en mesure de réaliser. Parce que quand la personne ou le client potentiel va vous joindre en disant « Ah j'ai vu votre photo, c'est ça qui m'intéresse » et que vous pouvez pas le faire, vous allez sûrement passer pour un idiot. Et c'est très intéressant ce que tu dis niveau droit à l'image. C'est-à-dire qu'il ne faut pas prendre en photo les clients sans leur consentement, ou en tout cas peut-être garder une trace du fait qu'ils ont accordé leur droit à l'image. Mais ça vaut aussi du coup pour les salariés, j'imagine. Complètement, complètement, que ce soit pour les salariés ou pour les clients. Pour un client, même si on a le droit de prendre une réalisation qu'on a fait, en termes de confiance avec le client, c'est quand même mieux de lui avoir demandé « Est-ce que vous êtes OK si je prends une photo de votre maison, votre terrasse, votre chambre, tout et Ouais. n'importe quoi ?» Ça reste quand même le lieu d'habitation, le lieu de vie des personnes, quoi. Donc souvent, les gens, en plus, n'y voient pas vraiment d'intérêt, mais le fait d'avoir demandé, d'avoir donné son accord, ça renforce quand même la confiance qu'ils peuvent avoir en vous. Et du coup, forcément, vous allez être plus à l'aise pour faire une photo que la petite photo cachée quand on est dans le coin du mur. Moi, je suis toujours à prendre des photos quand ils sont là. Comme ça, ils les prennent aussi. Ils disent, ah oui, c'est vrai que maintenant, pour l'instant, c'est nickel. Et petite astuce, moi, je l'ai mis dans mes conditions générales de vente. Le fait que, en fait, l'acceptation du devis, du chantier, etc., me donne le droit de partager des photos des réalisations. Et par contre, que je m'engage à ne pas communiquer d'informations sur l'identité du client, son adresse, etc. C'est vrai qu'on ne veut pas toujours savoir où on habite. Faut respecter la confidentialité aussi des clients. Donc toi aussi, c'est ce que tu fais, Alexis, tu demandes aussi l'autorisation à chaque fois ou Oui, finalement, bien sûr. Et puis ça m'est déjà arrivé qu'il y en a qui décident que Ouais. non, ils ne voulaient pas que je partage. Et je comprends, hein, c'est pas un problème. Mais oui, effectivement, le mettre dans les CGV, c'est intéressant. Alors du coup, Alexis, toi, tu nous as dit, tu es sur les réseaux sociaux, tu t'es fait une page Google, on y reviendra tout à l'heure. Au-delà de ça, est-ce que tu as des méthodes de communication
hyper traditionnelles et non digitalisées que tu as maintenues. Moi, je pense, c'est tout bête, hein, mais la carte de visite chez le boulanger du coin. Est-ce qu'il y a des petites astuces ou même peut-être des fois le flocage de ton camion? Est-ce que c'est des choses que tu as mis en place aussi pour ton entreprise? Les cartes de visite, bien sûr. Ça, je le fais toujours. Je participe aussi à des événements en club d'affaires. C'est un peu traditionnel aussi. Donc ça, j'ai c'est envie de des dire. rassemblements d'entrepreneurs de ta Ah région, oui. parfois même du même âge, hein, ça va être les jeunes entrepreneurs, les moyens entrepreneurs. Et du coup, vous discutez de quoi? Vous partagez des opportunités d'affaires, des choses comme ça? C'est ça, oui, oui. On fait pas le même métier et on arrive à travailler ensemble sur plusieurs domaines. On a besoin de tout. On a besoin de quelqu'un pour notre communication. On a besoin d'un avocat, d'un comptable. Mm. Donc, on arrive à travailler ensemble. Et ça, c'est une méthode que je dirais traditionnelle parce que ça existe depuis Oui. déjà C'est du bouche à années. oreille professionnel finalement. Professionnel, voilà. Puis après, bon, bah, t'as les clients qui parlent de toi au voisinage aussi, et une bouche-oreille Ouais. traditionnelle. Et moi, j'aime bien dire que Facebook et les réseaux sociaux, c'est le nouveau bouche-à-oreille. Bien sûr. C'est-à-dire que les gens, ils parlent dans les groupes locaux, donc vivre dans telle ville, machin. Vous n'avez pas un bon peintre ou un bon plaquiste, et les gens commentent, identifient la société et Exactement. plein d'autres sociétés. Et ça, moi, j'appelle ça le bouche à oreille, le nouveau bouche à oreille. Et qui a une meilleure valeur aux yeux des prospects parce qu'ils sont proposés spontanément par des gens comme eux. Donc, ça a quand même une valeur un petit peu supplémentaire à juste une publicité qui apparaîtrait dans leur fil Ah oui. de publication. Oui, par rapport à une publicité, oui. Par contre, par rapport à du vrai bouche à oreille, ça a un peu moins de valeur, je dirais, parce que le bouche à oreille, bon, bah, ça dépend. Qui nous propose la personne? Qui Je recommande? veux dire, si un inconnu me dit, bah, lui, il est bien, ça reste un inconnu. Tandis que si ma sœur me dit, ah, lui, c'est un super artisan, bah, je vais la prendre plus au sérieux. Bien sûr. Et est-ce que tu as fait floquer ton camion à l'identité de ton entreprise? Non, je n'ai pas fait. Alors, je sais que moi, ça fait partie d'un gros débat dans l'artisanat aussi, dans le sens où si on floque le camion, on s'expose à des risques de vol notamment. C'est ça. Donc, alors floquez-le et mettez une pompe funèbre, vous aurez peut-être moins de risques. Mais toi, c'est justement pour ça que tu t'es dit que le camion, c'était pas forcément ton outil de communication, que tu voulais protéger aussi ton activité? Bah, je me dis, ouais, déjà, le premier truc, c'est vrai que je me dis, les vols, je vais inciter à me faire voler. Tandis que si j'ai un camion blanc, bah, on peut très bien prendre pour un livreur et ça soit un camion vide. Et après, je vois pas forcément un intérêt primaire. Après, bon, c'est l'image de marque. Donc, transporter l'image de marque auprès des camions, quand on a une dizaine de camions, Une grosse flotte. Ouais. une grosse flotte, c'est intéressant peut-être. Mais aujourd'hui, non, je n'y vois pas forcément d'intérêt. Je pense pas que les gens, ils appellent en voyant un camion passer. Ah, vite, Eh ben justement, figure-toi que moi, je fais l'enquête, parce que je suis menuisière, donc à chaque fois que je vais chez un client ou qu'on m'appelle, systématiquement, je demande comment est-ce que vous avez connu mon entreprise. Et ça, je vous invite à le faire parce que ça permet vraiment d'identifier des fois des clients qui sont très prescripteurs et donc de remercier ces clients-là qui parlent de vous et de comprendre en fait ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné. Ah oui, ben si ça fait 5 personnes qui a pris sa carte chez le boucher du coin, ben, on va remercier le boucher puis on va remettre des cartes parce qu'il n'y en a probablement plus du tout. Et donc moi, en 3 ans d'activité, il y a une seule fois où le client m'a dit « j'ai vu votre camion ». Et du coup, je me suis renseignée et je suis allée vous voir. Donc, je partage ton opinion. Je pense aussi que ça dépend beaucoup des habitudes qu'on a avec le camion. Si on fait par exemple du dépannage et qu'on est souvent sur la route ou dans un même secteur géographique, on doit être beaucoup plus visible. Et moi, dans mon cas, mon camion il est peut-être sorti que 5% de la semaine. Donc, vu que je travaille beaucoup en atelier. Et donc, je pense que ça dépend aussi de l'activité, des habitudes qu'on a en termes de kilomètres. Jade, toi, du coup, est-ce que tu conseilles dans tes relations avec les entreprises qui souhaitent se faire mieux connaître auprès de leurs cibles, eh bien, de malgré tout encourager ces petites démarches à l'ancienne qui vont aussi parfois toucher un public qui n'est pas digitalisé? Complètement, complètement. La plus grosse communication aujourd'hui, et je pense encore plus dans l'artisanat, comme vous le disiez, c'est le bouche à oreille. Clairement, c'est le bouche à oreille, c'est la communication qu'on ne contrôle pas. Donc, d'où l'intérêt d'être irréprochable, on va dire. Et c'est ce bouche à oreille qui vient après être renforcé par les réseaux sociaux. En fait, la digitalisation et notamment les réseaux sociaux aujourd'hui, je pense que c'est vraiment un plus, c'est une extension du bouche à oreille. Mais les réseaux sociaux tout seuls ne pourront pas faire le travail pour un artisan qui ne communique pas dans sa vie de tous les jours, quoi. Parce que aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de monde. On raconte un peu ce qu'on veut. En termes de crédibilité et de confiance, c'est pas là-dessus qu'on va avoir des effets tout de suite. Les réseaux sociaux, par contre, si on a été conseillé et que les personnes vont sur les réseaux sociaux, effectivement, et voient cette vitrine, ça renforce. Mais c'est pas je dirais pas que c'est la première chose, à moins que vous soyez un artisan d'art et que vous fassiez quelque chose qui est vraiment, je veux dire, c'est un objet particulier où les gens vont le voir sur les réseaux et dire « Ah, ok, j'ai besoin de ça » ou « J'en ai envie ».
Mais sur des métiers comme justement peintre ou que ce soit plombier, électricien, je pense pas que la personne qui recherche un électricien aille en premier sur une page Instagram ou Facebook en disant bon, je vais taper électricien, on va voir qui sort. Et puis surtout que si on ne sait pas comment ça doit se poser un interrupteur différentiel, même avec la photo, on ne saura pas si ça avait été bien fait. Complètement. Alors, tu pourras pas me dire le contraire, mais c'est vrai que communiquer, c'est un savoir-faire aussi. Tout comme aller sur un chantier, trouver des solutions techniques à des problématiques de clients, mais communiquer, c'est un savoir-faire. Et des fois, on veut communiquer pour bien faire et on ne le fait pas bien. C'est quoi, selon toi, les erreurs ? Moi, me viennent en tête de ce que j'ai pu voir sur certains réseaux sociaux. Et ben déjà, la façon de parler, de s'exprimer, soit à l'oral, soit à l'écrit. Et puis des fois des photos qui sont pas bien faites ou des choses comme ça. Toi, c'est quoi les plus grosses erreurs que tu as pu constater vis-à-vis de clients qui n'étaient pas à l'aise avec la communication, parce qu'encore une fois, on le rappelle, ils ont le droit de pas être à l'aise, c'est pas forcément leur métier. Et du coup, quelle solution toi tu apportes ? Les deux plus gros problèmes, ils sont souvent liés soit à la quantité, soit à la qualité. La qualité, que ce soit par rapport aux photos, par rapport au texte, par rapport à ce qui est proposé et de quelle manière c'est proposé. Et par rapport à la quantité, il y a aussi ceux qui, du coup, vont mettre 10 trucs par jour, 10 stories, 15 posts. Il n'y a pas de sens, il n'y a pas de description, on n'a pas de contexte. Enfin, il n'y a pas vraiment d'intérêt de l'avoir mis. Moi, ce que je pense, c'est qu'il vaut mieux en mettre moins, mais savoir pourquoi on le met. Qu'il y ait eu une idée, une réflexion derrière de dire, bon, ok, cette photo, ce projet, j'ai envie d'en parler, mais pourquoi j'ai envie d'en parler et à qui j'ai envie d'en parler ? Parce que finalement, c'est ça le principe de la communication sur les réseaux sociaux. C'est qui est ma cible, qui est-ce que j'intéresse et pourquoi je les intéresse. Donc, c'est là où on conseille souvent, en fait, de rester soi-même. C'est un truc tout bête, c'est vraiment le conseil bateau, mais c'est le truc qui n'est pas assez mis en avant, je pense, et surtout dans l'artisanat. Pourquoi ? Parce qu'il y a vraiment des personnes qui vont être au naturel, j'en sais rien, c'est l'artisan qui va venir à la maison, qui est super sympa, qui est nature peinture, on sait qu'on lui pose une question, il répond, enfin, tout se passe bien. Et on va sur sa page, essai écrit, poétique, avec la photo parfaite. Avec... Ouais. Non, ça ressemble pas. Ce qu'on veut, en fait, c'est vraiment... Et moi, c'est ce que je prône en plus, l'authentique. C'est le gars que j'ai en face de moi, je vais sur sa vitrine, ok, salut, ça colle, c'est lui. Il n'y a pas de problème. Ça n'empêche pas d'avoir la belle photo, d'avoir un texte, on n'est pas obligé de parler n'importe comment non plus, enfin voilà, d'avoir un texte qui est rédigé, qui est écrit, qui est sympa. Mais il faut que ça colle avec l'image, en fait. Et puis surtout qu'on ait une fréquence qui soit logique. Si la dernière publication, si on avait par exemple des publications toutes les semaines, et que d'un moment donné, pendant 5 mois, on n'a rien eu, on peut se dire, est-ce que l'entreprise, elle fonctionne encore ? Est-ce que le mec, il a un pépin de santé ? Est-ce que l'entreprise est fermée ? Est-ce que si je l'appelle, finalement, il ne va pas me planter ? Donc, il faut aussi qu'il y ait une régularité, quoi. Il y a ça, mais il y a surtout l'inverse. Moi, je vais me dire, celui qui a le temps de faire 15 posts par jour et de mettre 10 stories, mais qu'est-ce qu'il fout de sa journée ? Moi, c'est surtout efficace. Ce côté-là qui va me faire peur. C'est que moi, si je cherche un artisan, que je vais sur sa page et que je vois qu'il a eu le temps toute la journée de mettre des super posts, de mettre des stories et machin, il parle de... Je vais me dire, mais qu'est-ce qu'il fait ? Ça va mettre 10 ans, ça va être horrible. Alors que la personne qui va poster, j'en sais rien, une fois par semaine... Le post est clean, il y a eu une story sympa. Bon, bah voilà, on sait que son entreprise, elle vit, puisqu'il a des chantiers, il a des projets et tout ça. Mais j'ai pas besoin forcément qu'il soit là tous les matins pour dire « Allez, c'est parti, on y va, et je vais là, et je vais comme ci. » Non, il y a pas... Donc, c'est vraiment quantité, qualité. Ouais. Après, ça dépend. Si tous les soirs, vous avez envie de faire un post, faites un post tous les soirs. Mais c'est un post qui est construit, il y a un but, il y a vraiment... Il cible quelqu'un. Et il va être sympa à regarder. Ouais. Alors moi, je pense aussi qu'une des principales erreurs, c'est de vouloir absolument être sur les réseaux, etc. Mais en fait, c'est surtout d'avoir mal choisi son nom d'entreprise. C'est tout bête, mais quand on est client et qu'on recherche une entreprise, à mon sens, c'est bien de savoir et de comprendre ce que fait l'entreprise rien qu'en voyant le nom. Toi, Alexis, ton entreprise, tu l'as appelée comment ? Projet Rénov. Est-ce qu'on comprend ce que tu fais ? On comprend que je fais de la rénovation. Bah ouais. Moi, je trouve que déjà, c'est la première porte d'accès vers une communication réussie. C'est-à-dire que si tu prends des termes anglais, ce qui se fait souvent dans le bois, mais les gens ne sont pas forcément adeptes du vocabulaire de ton domaine dans des langues étrangères, tu vois. Donc, je trouve aussi que le nom de l'entreprise, en fait, c'est vraiment quelque chose qui va durer, par lequel les gens vont t'appeler, et qui est très très important. Toi, tu avais hésité pour ton nom d'entreprise ou dès le début, c'était un petit peu une évidence ? Non, j'ai un associé avec lequel on a beaucoup réfléchi à ce nom. Hein. Et c'est vrai qu'on voit beaucoup dans l'artisanat le nom et le prénom de la personne, entreprise. Ce qui n'est pas très parlant. Hein. Qui est pas parlant du tout. Et du coup, on cherchait quelque chose qui était un peu plus parlant. Et
C'est pour ça qu'on a choisi ce nom. Moi, je trouve que c'est une bonne chose, c'est transparent, c'est facile à comprendre, c'est facile à répéter. Justement, quand on parlait du bouche-oreille, il faut aussi penser que les gens, quand ils vont faire ton bouche-oreille, il faut qu'ils se souviennent du nom de ton entreprise. Sinon, ils ne peuvent pas parler de toi. Et des fois, on a des noms, des prénoms qui sont un peu durs à retenir. Mais par contre, ah oui, mais j'avais un projet, c'est de la rénov, projet rénov. Ça va vite, quoi. Et ça aussi, c'est une astuce, être facilement identifiable et les gens peuvent facilement se souvenir de toi. Enfin bon, voilà, moi, c'est un petit point de vue client, quoi. Du coup, tu nous disais que tu avais un site internet. Est-ce que ce site, tu l'as fait toi-même ou est-ce que tu l'as délégué à un professionnel dont c'est le métier? Non, je l'ai fait moi-même, le site internet, parce que au début, quand je me suis lancé, j'étais auto-entrepreneur. Et donc, je faisais tout moi-même, hein, les réseaux Je sociaux, le compatis. site internet. Voilà, on évitait les frais, quoi. Donc, il y a des plateformes spécifiques, tu l'as fait par quoi? Sur Wix. D'accord. WordPress, moi, pour ma part. Donc, ce sont des plateformes qui sont... Ouais, bien sûr, les challenges, hein, c'est notre métier au quotidien. Mais voilà, il y a des plateformes qui existent. Mais c'est vrai que ça, c'est très, très, très chronophage. Mais par contre, quels sont pour toi les intérêts d'avoir fait toi-même ton site internet? Moi, ça m'a surtout fait un site vitrine finalement, parce que les gens, ils trouvaient pas le site en tapant sur Google plaquiste ou rénovation, parce que je devais être très mal placé, et je dois toujours être très mal placé d'ailleurs. Par contre, ils tombaient sur mon site en cliquant sur ma fiche Google, par exemple, D'accord. sur un lien sur mes réseaux sociaux ou en scannant ma carte de visite. Et donc, ça a permis de faire une vitrine finalement, mal référencée, mais une vitrine quand même. Et puis au moins, tu es autonome. C'est-à-dire que si à un moment donné, tu veux rajouter des photos sur ton portfolio, tu sais faire parce que c'est toi qui as créé ta page et tu as la main entièrement. Tu n'es pas tributaire d'un prestataire C'est vrai. pour mettre à jour ton site. C'est économique, on va dire. Voilà. Et d'ailleurs, en parlant d'économie, c'est vrai qu'on en a fait déjà référence à 2 ou 3 reprises, mais la fiche Google, en gros, c'est une carte d'identification de ton entreprise qui te permet de la localiser sur la carte, de dire ce que tu fais, le nom, le téléphone, les horaires d'ouverture. Et ça, c'est gratuit à mettre en place. Ouais. Alors par contre, j'imagine déjà, il y a des offres supplémentaires qui sont proposées aux entrepreneurs. Il y en comme a d'habitude. toujours, bien sûr. Mais déjà, le référencement de la carte, de la fiche entreprise de Google, c'est vrai que quand on tape les résultats de recherche, c'est ce qui va ressortir. Et j'avais trouvé une stat super intéressante, c'est fourni par Google en plus, c'est que 46% de toutes les recherches faites sur Google sont des recherches locales. Alors pas toutes sur des artisans, bien évidemment, mais il y a quand même une recherche du circuit court dans les recherches. Et c'est vrai que les pages entreprises sont une évidence. Si on tape le nom d'une entreprise et d'une ville, on va avoir des fiches de Google qui vont localiser les entreprises par distance. Ça, c'est une des premières choses à faire du coup quand on s'installe. Ah oui, ça c'est certain. C'est un peu la magie de Google. C'est que déjà avec l'offre gratuite, le fait de créer sa carte d'identité sur Internet, on va l'appeler comme ça, fait déjà son travail sur le local. Et un artisan, là où il a besoin de se développer principalement, je pense que c'est déjà en local avant de vouloir viser du national. Et ça, c'est déjà énorme parce que ensuite, si on rajoute les lieux, le lieu, le siège social, et après que les clients mettent des avis, le travail, il se fait tout seul. Le référencement de cette page-là, elle se fait toute seule, à condition d'être actualisée et mise à jour. Parce qu'il n'y a rien de plus désagréable que d'aller sur un site et que l'adresse soit pas bonne, ou que les horaires soient pas les bons, mais ça c'est plutôt pour un point physique, ou que le numéro soit plus le bon. Et puis surtout aussi, on veut trouver des clients, mais on veut trouver les bons clients. Tout à l'heure, tu disais, on va toucher des gens peut-être au niveau national. Moi, dans mon cas, ma zone de travail, ça va être 30 km autour de mon atelier. Je n'ai aucun intérêt à ce que quelqu'un d'une autre région me contacte. Donc aussi, une bonne communication, c'est exclure les chantiers et les clients pour lesquels on n'est pas intéressé. Mais complètement. Donc il faut être clair sur quoi ? Sur la zone d'intervention, sur le type de travaux, sur... Ouais, sur la zone d'intervention, déjà, ça doit être, peut-être pas sur les réseaux sociaux, mais en tout cas sur un site internet, ça doit apparaître. Et après, sur les réseaux sociaux, de mettre en fait d'où on est. Parce que déjà, rien qu'au niveau logique, les gens vont se dire, si j'habite à Montpellier, je vais pas aller chercher quelqu'un qui vient de Saint-Malo. Enfin, à sauf moins si de c'est une vraiment... niche, voilà. C'est aussi un savoir-faire bien spécifique. Mais si on cherche un électricien, souvent, l'électricien de Saint-Malo, si je suis à Montpellier, j'ai bien compris qu'il n'allait pas venir demain matin. Donc, je ne vais pas aller appeler celui-ci. Et il y a beaucoup d'artisans où, en fait, on ne sait pas d'où ils viennent. Et sur les pages Instagram, notamment, c'est souvent où on dit, mais il est d'où ? Identifier peut-être dans la description du profil votre travail et votre région. La biographie Instagram, elle est hyper importante. Sur Facebook, elle se fait plus naturellement parce que ils posent des questions et en fait, on répond. Et du coup, l'intro se fait toute seule. La bio Facebook se fait toute seule. Après, on peut rajouter un petit texte. Mais la bio Insta, pour le coup, si elle n'est pas remplie, le Insta, il vaut rien. Je suis un peu excessive, mais
c'est ce qui va permettre aussi de le référencer dans les recherches. Et c'est hyper important de dire qu'est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on fait, où on le fait. Et après, si on a envie de parler de soi ou de sa spécificité, je sais pas, on a été meilleur artisan de France ou on a gagné tel concours, bah oui, c'est toujours important de le mettre. Et toi, du coup, Alexis, est-ce que des fois, tu es contacté par des clients qui avaient mal identifié ton travail ou ta zone d'intervention ? Oui, ça arrive assez régulièrement. À cause des réseaux sociaux, enfin grâce aux réseaux sociaux ou à cause des réseaux sociaux, je sais pas, mais on reçoit des messages et la première question que je pose, c'est vous êtes sur quel secteur, quoi. Bon, c'est vrai que pourtant, moi, dans ma bio, j'ai quand même mis l'adresse et sur chaque poste, je mets à La peu commune près d'intervention ? la ville dans laquelle a été fait le chantier. Mais oui, on a encore des messages. Et c'est pas ce qui arrive avec Google, par exemple. La fiche Google, c'est vraiment très localisé. J'ai presque que des gens j'habite à mes yeux, j'ai presque que des gens de mes yeux qui m'appellent. D'accord. Alors justement, on parlait de Google. Google est aussi très très connu pour les avis des clients, parce que les clients qui ont, alors il y a une petite contrainte, qui ont un compte Gmail, donc une adresse Gmail, peuvent laisser des commentaires sur les restaurants, les hôtels, mais aussi sur les artisans. Toi, du coup, sur ta page, est-ce que tu as déjà eu des commentaires de clients ? Oui, bien sûr. Déjà, donc j'ai deux façons de récolter les avis finalement. Quand je vois que le client il a une adresse Gmail, je lui demande un avis Google. Si c'est pas le cas, je lui demande un avis plus que pro, ça s'appelle, c'est des avis certifiés. D'accord. Donc j'ai ces deux manières et pour moi c'est primordial d'avoir des avis. C'est une plateforme qui récolte les avis pour toi, c'est-à-dire que tu donnes les coordonnées du client à la plateforme et c'est elle qui va se charger de faire des relances ? C'est moi qui envoie le lien au client. D'accord. Il a qu'à cliquer, il n'a pas besoin de connexion et il a juste à laisser un avis. Donc et du coup, ces avis-là, ils peuvent être disponibles sur leur plateforme à eux ? Ils sont disponibles sur mon site internet et sur leur plateforme. Et c'est tout, je crois. Oui. Et puis si on tape Projet Rénov sur Google, on les voit apparaître aussi. Ouais. Et t'as pas eu trop de mauvaises surprises déjà avec des avis clients ? Non, jusqu'à maintenant, non, ça va. Ceux qui sont un peu pénibles, on leur envoie pas forcément le lien, quoi. Je dois les envoyer à tout le monde. Donc il faut contenter tout le monde, même s'ils sont un petit peu pénibles. Mais c'est vrai que c'est rassurant. Dans une des études que j'ai consultées, il y a 88% des consommateurs qui consultent les avis en ligne avant un achat local, alors que ce soit de services ou de biens. Mais on a besoin d'être rassuré plus qu'on ne l'était il y a quelques années. Toi, Jade, est-ce que c'est quelque chose que tu préconises quand on communique, de faire ce retour, ce feedback, ce retour d'expérience des clients ? Ah oui, complètement. Et souvent, d'ailleurs, dans les stratégies de communication, on inclut le repartage des avis. On met des posts, surtout sur Instagram, ou des stories en disant « ils parlent de nous » et on remet l'avis dessous. Et c'est vrai que les gens, ils ont besoin de ça, ça rassure, ou ça donne envie de passer le cap de « ok, cet artisan-là m'intéressait, bon, au vu des avis qu'il y a et tout ça, allez, je franchis le pas. » Et c'est hyper important. Ouais. Et ça fait partie des critères qui aident à une bonne visibilité du coup sur les réseaux quand il y a une recherche locale d'un artisan ? Oui, de pouvoir, notamment peut-être en story à la une, d'avoir un avis client. Comme ça, les gens, ils peuvent aller voir d'eux-mêmes. De toute façon, quand on partage ça, c'est qu'on met en place une certaine transparence qui veut dire, ok, voilà, vous pouvez savoir ce qu'on parle de moi. Et c'est pas forcément honteux ou un problème de mettre aussi un avis qui a été moins bon. S'il est constructif, si c'est un avis qui est complètement bullshit, parce que ça existe aussi sur Google, de toute façon, on ne peut pas supprimer les avis. Donc vous pouvez avoir l'avis d'une personne mal intentionnée ou d'un concurrent qui va mettre un avis Google. On peut répondre en disant, écoutez, je n'ai pas de... Voilà, de dire, c'est marrant, je ne vous ai jamais eu, je suis jamais intervenu chez vous, mais il faut répondre. Et d'ailleurs, que ce soit un commentaire positif ou négatif, c'est bien d'y répondre. Mais c'est pas une honte d'aller repartager un avis qui est un peu moins bon, il n'a pas forcément les 5 étoiles et le commentaire parfait, mais il va être plus nuancé. Et au contraire, je vais dire que moi, je suis peut-être un peu tordue, mais c'est ceux-là que je vais plus aller regarder. C'est ok, il y a eu du bon, mais le gars, il est un peu plus transparent. Il dit, ça m'a vraiment plu. Ça, c'était un peu moins bien, mais voilà, le fait de communiquer avec l'artisan a fait tout est rentré dans l'ordre. Au contraire, de montrer que tout n'est pas rose et parfait. Ouais. Et ça, c'est un peu plus... C'est la vraie vie. Ouais, voilà. Ça va renforcer encore un peu plus ce côté confiance. Mais ça, attention, c'est encore aussi un choix en fonction du réseau social sur lequel on publie. Il y a des réseaux sociaux qui sont beaucoup plus dans la transparence, contrairement à d'autres où il faut que ce soit très de lisse, l'image, etc. très dans l'image. Dans l'apparence. Donc le choix est hyper important aussi. Ouais.
à ce niveau-là. Alexis, toi, tes catégories de clients, ça va être quoi? Tu vas avoir surtout du particulier ou est-ce que tu as aussi du professionnel et des collectivités? Bah, j'ai du particulier à 95%, je pense. Une grosse Donc, partie. j'ai un petit peu de professionnel, mais c'est pas ce qu'on recherche C'est en du réalité. ponctuel. Toi, tu Nous, recherches vraiment du particulier? on fait de la rénovation chez le particulier, ouais, donc tout ce qui est isolation des très vieux bâtiments. Ouais. C'est vrai que dans le tertiaire, c'est pas tout à fait Oui, ça la pourrait être des même locaux chose. d'entreprise aussi que tu transformes entièrement. Mais Bien est-ce que sûr. du coup, est-ce que c'est la conséquence de ta communication qui finalement n'arrive à toucher que des particuliers ou est-ce que c'est vraiment une volonté de ta part et du coup, tu n'as pas forcément fait d'action de communication à destination d'autres publics? Non, en réalité, ouais, c'est une conséquence. Quand tout se passe sur les réseaux, on n'attire pas beaucoup de professionnels, je pense. Ou alors, il faut Et être sur d'autres réseaux, par exemple des réseaux spécialisés pour les entrepreneurs, genre LinkedIn, des choses comme ça? j'y suis aussi, et c'est pas pour ça qu'on m'appelle pour des Ouais, travaux professionnels. Non, en réalité, les professionnels, ils font surtout appel à des plateformes d'appel d'offres. parce qu'ils ont Et des gros volumes, des choses parce comme qu'ils ça. ils ont du volume. Après, on m'a déjà appelé en tant que professionnel par ma fiche Google. Mais la plupart du temps, c'est de l'appel d'offres. Et c'est vrai que je ne suis pas placé là-dessus. Et bon, ma communication fait que c'est Ouais. le particulier qui m'appelle, hein, Oui, clairement. c'est vrai. Puis quand tu as des collectivités, voilà, il faut savoir répondre à des marchés publics, avoir envie de le faire et puis être outillé derrière pour avoir des gros volumes à pouvoir fournir des grosses équipes. Donc, c'est pas toujours un choix que l'on Non, ouais. souhaite faire, bien Mm, sûr. Et Jade, du pas le coup, tu choix. confirmes, selon la cible que l'on cherche, on va pas forcément communiquer de la même façon et surtout au même endroit. Totalement, totalement. On va pas du tout aller sur les mêmes caractéristiques, on va dire, qu'on donne ou les mêmes arguments que si on cible un professionnel ou si on cible un particulier. Cas typique, un peintre qui voudrait travailler pour du professionnel, ce serait quoi tes recommandations pour toucher finalement ces prescripteurs-là? Déjà, il faut être présent sur principalement Instagram et LinkedIn. Ça, c'est certain. Facebook, il est encore important, mais on commence un petit peu à le mettre de côté et encore plus pour les professionnels. Après, c'est surtout au niveau du contenu et de ce qu'on met en avant. Le fait de parler de certains projets qu'on va faire ou certaines choses qu'on peut réaliser qui vont plus parler aux professionnels qu'aux De particuliers. mettre des exemples de chantier. Ouais, Et c'est vrai, moi, par exemple, là, cette semaine, j'ai été appelée par une cliente qui disait, moi, je veux exactement le même truc que vous avez fait sur telle photo. Mm. Et en fait, ça sert de référence. Et on se dit, il l'a déjà fait, il peut le refaire. complètement. Mais c'est très dur aujourd'hui, sur une même page, sur un même compte, d'avoir une cible professionnelle Mm. et une cible particulière. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que chaque réseau social aura ses propres utilisateurs. Complètement. Et moi, je pensais vraiment avoir beaucoup de clientèle touchée par Instagram. Mais au final, je me rends compte que c'est plus par Facebook, notamment parce qu'en fait, les catégories d'âge qui sont mes clients sont plus sur Facebook. Et surtout, Facebook permet de partager sur des profils. Que sur Instagram, il n'y a pas cette notion de partage. Donc, en fait, les amis de mes clients deviennent mes clients. Et ça devient intéressant. Est-ce que, par exemple, tu as des petites astuces si l'entreprise, elle souhaite s'orienter plutôt vers les marchés publics? Est-ce que là, c'est vraiment nécessaire de communiquer alors que ça passe par appel d'offres et que finalement, vaut mieux regarder, faire de la veille sur les appels d'offres qui sont publiés plutôt que d'essayer de se mettre en relation? Parce qu'au-delà d'un certain montant, ça ne sert à rien d'être copain-copain ou d'avoir vu la collectivité concernée. Oui, c'est ça. Alors, faire de la veille, c'est sûr que c'est bien plus intéressant. Mais après, avoir quand même un site internet qui est bien fait avec quelques exemples, quelques photos, un peu une présentation de qui on est et pourquoi pas avoir un réseau social avec, pareil, qui sert de vitrine. Mais à ce moment-là, ça sert à rien de l'animer tous les jours, comme on disait, ou toutes les semaines. Ça doit être quelque chose où voilà, on voit que l'entreprise, elle vit, elle a des projets et voilà. Il n'y a pas besoin d'aller chercher forcément une personne qui est très présente ou qui en montre beaucoup. Voilà, juste avoir 2-3 exemples, avoir une petite vitrine, avoir le truc qui fait que si on hésite entre deux et qu'on va regarder sur Internet, il est présent. Surtout que sur certains chantiers, notamment avec des montants importants, c'est pas tellement le client qui prend contact directement avec l'artisan. Ça va être des architectes, ça va être certains maîtres d'œuvre. Est-ce que toi, du coup, tu t'es déjà approché, Alexis, de certains professionnels de ce type-là pour t'ouvrir certaines portes? Oui, bien sûr, oui. On a déjà essayé de se rapprocher des architectes. Dans mon club d'affaires, comme on parlait tout à l'heure, il y a des architectes aussi, des maîtres d'œuvre. Donc oui, on essaye aussi de trouver du travail comme ça. Mais là, c'est totalement sorti du cadre des réseaux, hein.
Ouais, bien sûr. Mais en fait, la communication, l'objectif, c'est de toucher la bonne cible et que la bonne cible sache te trouver. Et donc, c'est vrai que ça peut faire partie de moyens détournés, en fait. Ça fait du bouche-oreille, mais professionnel, quoi. Oui, oui, c'est vrai. Mais après, oui, il faut se dire aussi qu'ils peuvent aller voir sur les réseaux sociaux et ça peut aussi les rassurer en tant que maître d'œuvre Bien et sûr. architecte. Donc, c'est pas perdu non plus. C'est vrai que moi, dans les clubs d'affaires, on m'avait déjà proposé de participer et je me disais, je suis pas à l'aise juste parce que la personne est à la même réunion que moi, de lui dire, oh, il y a telle personne, je vais donner ses coordonnées, elle cherche un électricien ou machin, parce que je ne sais pas comment travaille la personne. Donc, Ah oui. il y a aussi la crédibilité quand on préconise d'autres artisans. Moi, j'ai pas envie que mon client soit embêté parce que je lui ai recommandé tel électricien, alors qu'en vrai, il est peut-être sympa, mais je sais pas du tout comment il travaille. Il y a aussi cette petite crainte des fois de mettre ta responsabilité, ton honnêteté en cause en proposant quelqu'un d'un club d'affaires, alors qu'en fait, tu sais pas du tout. Ah non, non, bah oui, c'est vrai que tu rentres dans un club d'affaires, au début, tu recommandes pas vraiment les gens parce que tu les connais pas. Et bon, tu les vois souvent, tu commences à leur faire confiance, tu vois comment ils travaillent et au fur et à mesure, la confiance s'installe et tu commences à les recommander. Mais c'est vrai que je suis comme toi, hein, si, il y a un électricien, par exemple, je l'ai vu qu'une fois, je vais pas le recommander, quoi. Oui, parce qu'après, le client, il dit, bah, mon plaquiste, il était bien, mais il m'a commandé un peintre, c'était n'importe quoi. Et là aussi, c'est une mauvaise pub parce que tu me contrediras, Jade, si je dis des bêtises, mais un client satisfait parle beaucoup moins à ses amis de sa satisfaction qu'un client insatisfait. Donc, donc soyez-en sûrs, hein, si votre client il est pas content, il en parlera beaucoup plus que ça s'est super bien passé, merci pour tout, quoi. Mais pour les avis, c'est la même chose. Hein. C'est pour ça que d'ailleurs, c'est hyper intéressant de relancer ses clients en disant si vous êtes satisfait et si vous l'êtes pas, vous pouvez mettre un avis. Parce que souvent, les avis Google, enfin moi, c'est vrai que j'ai remarqué cette partie-là, c'est que on a plus tendance à dire je suis pas content, je vais aller mettre un mauvais avis, que dire c'était génial, je vais leur remettre un avis positif. C'est quand même plus souvent dans le négatif que dans le positif, parce qu'il faut prendre le temps de le faire. Et quand on n'est pas content, on dit je suis pas content, je vais lui faire montrer que j'étais pas content. Mais après, je pense aussi que quand on est client, on a ce regard, c'est-à-dire que quand il y a 50 avis, 4 étoiles, 5 étoiles, et qu'il y en a un qui met 1 étoile, en critiquant tout ce que les autres ne critiquaient pas, il faut savoir être nuancé aussi quand on interprète des avis, bien sûr. Alors, pour conclure un petit peu, Jade, il y a quand même l'intelligence artificielle qui arrive avec ses grosses chaussures de sécurité sur nos chantiers. Est-ce que tu crois que du coup, l'intelligence artificielle, elle a vraiment un intérêt pour le petit artisan, pour se décharger ou pour avoir des petites propositions, des textes tout faits pour ses publications? Est-ce que ça peut être un appui ou au contraire, ça à prendre avec parcimonie? Ça peut être un appui, mais auquel il faut faire très attention parce que souvent, ce qu'on cherche chez le petit artisan, c'est l'humain, en fait. Et la déshumanisation de l'IA fait qu'en fait, ce qu'on va aller chercher chez cet artisan, on va pas le trouver. Donc ça peut être une idée sur, je sais pas vraiment quoi publier, peut-être qu'il peut me donner des idées, ou ça peut être sur de la relecture, de la correction. Comme tu disais, il n'y a pas juste le contenu, il y a toute la stratégie. Ouais. C'est pourquoi est-ce que je publie ça, où est-ce que je le publie, à quelle fréquence. Donc, c'est très bien d'avoir des fois des aides pour des publications permanentes, enfin ponctuelles, mais c'est vrai que des fois, il vaut mieux prendre la tâche même sur une petite période pour avoir un petit coaching et savoir comment mieux communiquer et peut-être même faire un bilan de ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas sur la communication actuelle, parce qu'il y a peut-être des bonnes choses aussi à reprendre, mais avec une vraie personne qui donne des petits tips, parce qu'on n'est pas obligé d'avoir quelqu'un à l'année non plus, mais juste des fois un petit coaching sur 1 ou 2 mois. C'est quand même mieux qu'une intelligence artificielle qui ne sait pas en fait ce qui se fait aussi sur la concurrence au niveau local et comment on peut se démarquer. Et puis tester, de toute façon il n'y a que ça, tester, mettre des choses. Là je sais pas trop si ça va plaire, j'ai fait un petit reel, je vais faire une petite voix dessus, est-ce que ça va plaire, je teste. Oui, des fois changer les photos pour des vidéos. Derrière, voilà. Ça a marché, ça n'a pas marché, c'est pas la cata. Et au pire, si vraiment on n'en est pas fier, on peut encore le supprimer. Il n'y a rien qui est bloqué. Et puis ce qui compte, c'est pas forcément d'avoir plein de vues sur des publications sur les réseaux sociaux, c'est juste de toucher la bonne cible. La bonne cible, complètement. Voilà. En fait, c'est vraiment, j'ai un savoir-faire, comment je le fais savoir. C'est vraiment le principe de la communication pour un artisan. C'est, ok, mon savoir-faire, il est là. Maintenant, comment je le fais savoir ? Que ce soit par le bouche à oreille, par la communication sur les réseaux, par le site internet, par tout et n'importe quoi, il faut que ça passe par là. Le problème de l'IA, c'est que jusqu'à preuve du contraire, il ne sait pas quel est votre savoir-faire et qu'est-ce que vous avez de plus que les autres. Donc, ça peut être un appui, mais quand même avec lequel il faut faire, je pense, très attention. Par contre, ça peut être un très bon ami pour la correction.
Ça, c'est certain. Ceux qui ont des petits problèmes avec l'orthographe, ça peut, là-dessus, c'est sûr que oui, dire, bah voilà, corrige-moi ce texte, ça peut être un gros plus, très agréable pour les lecteurs. Ça marche. Alexis, un petit conseil pour la fin. Admettons qu'il y a un jeune artisan ou un artisan en reconversion qui s'installe à son compte pour la première fois. Est-ce que tu as des petits conseils faciles à mettre en œuvre pour tout de suite communiquer de façon efficace vers la bonne cible ? Bah, tout de suite, le premier truc, je dirais, si on veut pas faire trop de choses, c'est de faire une fiche Google et demander des avis. Une fiche Google, ça prend un quart d'heure à faire, c'est vraiment pas compliqué. Et on demande des avis, on remonte tout de suite localement. Et ça nous permet de travailler près de chez nous. Et pour un artisan, c'est ce qu'il y a de mieux. Ça marche. Bah, écoutez, merci vous deux pour ces retours d'expérience et tous ces conseils. J'espère que, comme nos auditeurs, vous êtes déjà abonnés à ce podcast, Alexis et Jade. Évidemment, Bien sûr, ce sont des bons élèves. N'hésitez pas du coup à vous abonner, comme ça vous ne manquerez pas les futurs épisodes. Il y en a déjà également beaucoup qui sont en ligne, donc je vous invite à les écouter si ce n'est pas déjà fait. Et puis si vous êtes artisan et que vous aimez les défis, pensez à vous inscrire pour le concours des meilleurs artisans de France RMC. On s'y croisera peut-être. En attendant, je vous dis à très bientôt et rendez-vous au prochain épisode. Au revoir. Au revoir.